déclare ouverte la séance du Conseil communal du lundi 31 mars 2025. Je pense qu'il y a des excuses. Donc pour le groupe MRIC, on souhaite excuser Céline Motte et Denis Gondry. Et pour cette alternative, Serge François. Merci. Donc le premier point à l'ordre du jour, c'est la présentation des services de l'ASBL Mobile SM. Donc le 5 du 11 2024, le Conseil communal a décidé d'adhérer à Mobile SM. Et ce soir, nous accueillons des responsables de cette ASBL, messieurs Foubert, Meuter et Ballon. Bienvenue à vous. Et donc, ils vont nous présenter leur structure et les services qu'elle propose. Voilà. Merci, monsieur le commerce. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. C'est un plaisir de venir rencontrer les communes avec lesquelles nous collaborons pour favoriser la mobilité des citoyens, surtout dans notre milieu rural. Alors, nous avons prévu un petit PowerPoint, donc je vous invite aussi à le suivre, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le Mobile SM est une structure qui existe depuis 10 ans. Nous sommes une équipe qui est composée de 14 employés et nous travaillons aussi avec toute une série de partenaires sur le territoire et notamment aussi avec des chauffeurs bénévoles, une cinquantaine de chauffeurs bénévoles qui sont aussi disponibles pour pouvoir transporter des personnes, en plus des opérateurs de transport publics et privés qui existent sur le territoire. On travaille avec une vingtaine de communes, plus particulièrement sur le territoire de Charleroi Métropole, et nous avons 3 grands pôles de services. Un pôle qui est lié à la formation, notamment au niveau du vélo et à la conduite. Un pôle qui est lié au call center et qui permet de trouver des solutions de mobilité pour les citoyens qui n'ont pas de possibilité pour se déplacer. Et un pôle expertise qui travaille plus particulièrement en collaboration avec les communes et les partenaires pour développer des projets de mobilité. Pour le premier pôle de formation, je vais laisser la parole à Frédéric. Voilà, donc je suis Frédéric Balland, je suis responsable du pôle formation. On développe pas mal d'actions qui sont liées au vélo. Travaille avec moi 2 formateurs en vélo éducation et un mécanicien. Et donc on propose diverses formations pour, en fait, notre but c'est d'augmenter la part modale de déplacement à vélo. À Serfontaine et comme dans les communes avoisinantes, il y a beaucoup de personnes qui font du vélo le dimanche de manière sportive, mais finalement encore peu font du déplacement au quotidien pour aller au travail, pour aller faire ses courses ou pour aller déposer des enfants à l'école. Et donc c'est ce à quoi on a envie de travailler. Donc on se déplace sur tout le territoire de Charleroi Métropole avec nos 2 camionnettes qui sont des ateliers où on peut les transformer en ateliers pour tester différents types de vélos, de vélos cargo, des vélos électriques, des vélos pliables, mais également on peut déployer un atelier vélo pour faire des repairs café ou des contrôles de vélo. Donc, il y a l'aspect, on va dire, mécanique qui est assez important. On essaye vraiment de rendre les gens autonomes pour qu'ils puissent faire des petites réparations, crevaisons, etc. Et on travaille toujours aussi en collaboration avec les vélocistes parce que on est tout à fait complémentaires et donc quand les personnes ont besoin d'avoir des réparations plus conséquentes, etc., on les envoie vers eux, ou quand ils veulent acheter un vélo neuf par exemple. On a aussi des formations pour apprendre à rouler à vélo, que ce soit aussi bien pour les adultes que pour les enfants, ou pour apprendre à mieux maîtriser le vélo, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas fait de vélo depuis un petit temps, qui ont envie de s'y remettre ou qui ont quelques appréhensions. Et également des formations pour des cyclistes qui sont aguerris, mais qui n'osent pas circuler parmi les voitures. On a des programmes que l'on développe au sein des écoles, donc le MSR, Éducation à la mobilité, à la sécurité routière, où là on s'adresse à des enfants de 3 et 4e primaire pour vraiment aborder le côté sécurité routière, apprendre à bien maîtriser le vélo, mais également tout ce qui est code de la route, simplifier essentiellement des règles de priorité, le positionnement sur la chaussée et autres. Et on a un programme qui s'adresse aux 5 et 6e primaires qui s'appelle le brevet du cycliste, que l'on développe en partenariat avec une autre ASBL, mais qui n'a pas le même territoire que nous, c'est ProVélo. Et donc là, on essaie vraiment de faire en sorte que les enfants puissent être autonomes dans la circulation sur un circuit connu qu'ils auront travaillé pendant plusieurs jours. Et in fine, ils passent un petit brevet de manière autonome et voilà, ils obtiennent comme ça un brevet.
Et alors, on participe aussi à toute une série d'actions, d'événements que la commune a envie de développer. Je pense à une bourse au vélo, une fête du vélo, ou ce genre de choses. Donc on est vraiment là pour épauler en fonction des besoins. Merci Fred. Donc à côté des formations liées au vélo, on a toute une série aussi de formations qui sont liées à la conduite, notamment des formations permis théoriques pour les demandeurs d'emploi. Donc on travaille en collaboration avec des CPS ou des AE pour mettre en place ce type de formation, avec une approche aussi plus sociale par rapport à certains publics. Nous avons aussi la possibilité de mettre en place 3 types de formations très spécifiques concernant la remise du niveau du code de la route pour les seniors. Et c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les communes actuellement, parce qu'effectivement on voit qu'avec le vieillissement de la population, mais aussi avec le code de la route qui change, qui prochainement qui évolue très fortement, il y a des questions qui se posent. Vous avez compris bien entendu, parce que vu le coût du carburant, beaucoup de personnes essayent d'avoir une conduite plus souple, plus agile, pour pouvoir économiser un petit peu au niveau du carburant, et des formations en accidentologie pour pouvoir être plus à même de pouvoir gérer les situations conflictuelles sur la route. Donc ce sont des formations qui sont à la fois théoriques, mais qui peuvent aussi déboucher sur du pratique avec le véhicule des bénéficiaires en fonction des besoins qui sont sur la route. Ça c'est pour la partie formation. Le deuxième grand volet de MobileSM concerne le pôle call center. Je tiens ici à excuser la responsable du call center, Louise Guillory, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, qui gère le pôle call center. C'est un service qui est rendu gratuitement aux citoyens. Ça c'est évidemment valable pour les communes qui sont partenaires de MobileSM, où là l'objectif est de trouver pour l'utilisateur le meilleur opérateur possible en fonction de sa situation, en fonction de ses revenus, en fonction de sa distance, en fonction de sa situation familiale. C'est vraiment du profilage, du cas par cas. Les citoyens téléphonent au call center et il va y avoir une fiche qui va être réétablie pour pouvoir justement trouver le meilleur opérateur possible. Donc là, l'enjeu est évidemment de pouvoir à la fois coordonner les offres de transport qui sont sur le terrain. Il faut savoir que sur notre territoire, ici au niveau de Cerfontaine, on a une quinzaine d'opérateurs qui peuvent être disponibles pour pouvoir intervenir. Ils ne sont pas toujours disponibles à tous les moments, mais on a la chance aussi de pouvoir compter sur beaucoup de chauffeurs bénévoles, y compris au niveau de Cerfontaine. Il y a plus de 10 chauffeurs bénévoles qui sont actifs et qu'on peut activer si jamais les opérateurs ne sont pas disponibles et qui peuvent justement intervenir. On va essayer de donner la meilleure information possible aux citoyens. Donc le but du jeu n'est pas automatiquement de trouver un transport à la demande, mais d'abord de lui donner des informations sur tous les opérateurs publics qui existent, le TEC, la SNCB, forcément. Si ça ne fonctionne pas, si la personne n'a pas de possibilité de mobilité, forcément on va orienter vers le taxi social, votre taxi social, ou vers un opérateur qui sera adapté comme un opérateur PMR, qui sera à ce moment-là, pour les personnes à mobilité réduite, adapté pour pouvoir transporter une chaise ou par exemple. Si ce n'est toujours pas possible, on peut faire appel à des chauffeurs bénévoles, comme j'ai expliqué tout à l'heure, suivant certaines conditions de revenus. Et dans d'autres situations, il y a évidemment la possibilité dans certains territoires d'activer des taxis s'ils sont disponibles. Donc c'est important de pouvoir respecter cette pyramide. Donc au niveau du territoire, en 2024, on a répondu, on a eu à peu près 40 000 appels entrants et sortants. Bon, il faut savoir que la question des appels, elle représente à peu près un peu moins de 20 000 demandes, sachant qu'une demande peut déboucher sur plusieurs appels. Donc ça veut dire que par exemple une personne va téléphoner, va dire voilà, moi j'ai besoin de me rendre à l'hôpital de Charleroi pour une chimiothérapie. La demande va pouvoir peut-être amener vers 5 ou 10 trajets qui vont être organisés pour cette personne-là pour pouvoir aller en dialyse à l'hôpital par exemple. On a eu en 2024 une première rencontre des opérateurs STIG. Donc, ce qu'on appelle les opérateurs STIG, ce sont les transports d'intérêt général. Aujourd'hui, le décret vient de changer, donc on n'appelle plus ça du transport d'intérêt général, mais c'est du transport de personnes rémunérées par route. Ça peut être un peu compliqué comme terme, mais c'est le nouveau décret qui repasse celui-là, où là, en fait, toute une série d'acteurs peuvent avoir des agréments Wallonie pour transporter des personnes de manière sociale, avec un maximum kilométrique. Par exemple, la CSD transporte des personnes avec leur véhicule PMR jusqu'à, suivant des conditions, à 60 centimes le kilomètre pour les personnes qui ont besoin de circuler. Et donc ça, on a les taxis sociaux, à mon avis, c'est pour ça qu'on voit voilà. CPS de cette Oui, tout à fait. Donc tous les taxis sociaux ont été invités. Alors tout le monde n'a pas participé, on a eu plus de 20, la moitié des opérateurs qui étaient présents. Mais
Et j'ai envie de dire que c'est l'occasion, pour la première fois sur un territoire, d'essayer de rassembler des acteurs qui sont confrontés au même problème. En fait, ce qu'on constate, c'est que depuis 40 ans, les communes, les CPS, essayent de faire ce qu'elles peuvent pour transporter leurs citoyens, avec les moyens qu'elles ont, qu'elles peuvent mettre en place. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que finalement, il y a très peu d'harmonisation aujourd'hui sur le territoire. Chaque CPS a sa réglementation, ses accès, et ce qu'on essaye progressivement, c'est en douceur, avec la collaboration des acteurs. Il ne s'agit pas d'impulser les choses de manière abrupte, mais de manière collaborative, de pouvoir progressivement harmoniser les pratiques sur le territoire, et aussi d'avoir des données qui permettent demain de savoir quels sont les territoires où il y a des zones blanches, les territoires où on circule facilement les personnes, là où il y a besoin de plus de véhicules. Donc on essaye progressivement d'avoir des informations et d'harmoniser les pratiques aussi sur le territoire. Pour la petite histoire, oui, si vous avez des questions, allez-y. Les maisons Croix-Rouge ne sont pas prises. Si, les maisons Croix-Rouge, normalement elles sont prises. Possible. Elles sont peut-être pas reprises dedans, mais elles font partie effectivement des opérateurs. Alors je ne sais pas si elles sont style ici, mais normalement elles sont prises. Si. En tout cas, elles sont activées par le service. Hein, les maisons Croix-Rouge, si, bien sûr. Ça c'est important aussi. Alors le public stick, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est principalement des personnes âgées, isolées en mobilité réduite, des personnes en difficulté financière, demandeurs d'emploi. Ça peut être aussi tous les habitants qui, par rapport à certains groupes ici. Faciliter les déplacements médicaux, sachant que plus de la moitié des trajets qu'on organise concernent les médicages. Ça c'est quand même avec des trajets qui, on remarque, qu'ils vont vers Charleroi aussi, beaucoup de trajets. Mais il y a toute une série d'opérateurs évidemment qui sont activés sur le territoire. Alors l'objectif ici en 2025, alors pour 2024, donc la collaboration avec la commune a commencé effectivement en fin d'année. On a eu une collaboration active avec la commune notamment sur certains transports scolaires, et on a eu 13 demandes qui ont débouché sur une cinquantaine de trajets ici à la fin de l'année 2024. L'objectif évidemment en 2025, c'est de pouvoir communiquer davantage pour être présent pour les citoyens. Donc on souhaite évidemment renforcer la collaboration avec les opérateurs de transport. Alors je suis désolé, coquille, j'ai mis Gerpine, mais c'est pas Gerpine, on est passé en conseil communal de Gerpine. Mais de pouvoir collecter et analyser les données statistiques de manière plus objective et de manière plus performante. De développer d'outils mutualisés, c'est-à-dire que la région Wallonne aujourd'hui, elle propose un outil gratuit de planification de trajet qui s'appelle CityMove et qui peut être utilisé par tous les opérateurs de transport, y compris les taxis sociaux. De pouvoir intensifier les expérimentations de planification. Par exemple, ici, on a, avec le CPS de Gerpine, Philippeville et Florène, une expérimentation de coplanification de taxis, justement, pour essayer d'augmenter, de faire en sorte que les véhicules soient bien remplis et qu'on puisse mutualiser les trajets ici entre les citoyens. L'idée est de pouvoir aussi augmenter la communication avec aujourd'hui notre nouvelle campagne qu'on a diffusée auprès des communes partenaires avec notre nouveau numéro, le 071 11 44 44. Donc toute personne qui est en difficulté de déplacement peut nous contacter pour avoir des réponses. Je ne sais pas si vous avez... Je suppose qu'il y a une tarification derrière. Alors au kilomètre. Alors c'est ça. Donc chaque opérateur est très différent, mais il y a des tarifications différentes. Et il faut savoir que les tarifications, comme je vous ai dit, pour le stick vont jusqu'à 0,70 km. Pour d'autres opérateurs, ça peut même être plus cher. Mais il peut y avoir aussi des remboursements mutuels. Et donc ça, il faut savoir que les citoyens, chaque citoyen a la possibilité d'avoir certains remboursements mutuels en fonction des frais médicaux qu'ils ont. Et c'est du cas par cas. C'est pour ça qu'on fait du profilage, parce qu'il peut y avoir des remboursements mutuels, mais il peut aussi y avoir des remboursements au niveau de certains CPS en fonction des besoins. Donc on a le tarif de base, c'est une chose, mais derrière il peut y avoir des remboursements. Mais pardon, tout ça, c'est votre opérateur du call center quand on discute avec les personnes. On en discute avec les personnes, par contre, on ne peut pas donner toutes les informations. Voilà, nous on donne toutes les informations, par contre, on ne peut pas contacter nous-mêmes la mutuelle. Oui. Donc ça, c'est le citoyen qui va être obligé de contacter sa mutuelle pour dire, voilà, moi je suis dans tel type de situation, j'ai la possibilité d'avoir un véhicule qui coûte autant d'argent, grâce à Mobile SN, j'ai l'information, ils peuvent m'organiser le trajet, c'est-à-dire que nous, on va effectivement avoir un contact avec l'opérateur, s'assurer qu'il y ait une place pour lui, mais on ne peut pas contacter la mutuelle. Donc le citoyen va la contacter, il dit, voilà, est-ce que j'ai droit à un remboursement? Oui, bon, et sur base de la facture qu'il va recevoir de l'opérateur, nous on ne facture pas, sauf pour les chauffeurs. Mais sur base de la facture qu'il va recevoir, il va pouvoir le renvoyer à la mutuelle et avoir un remboursement. Voilà, et donc nous passons au troisième grand pôle et je vais laisser la parole à Michel. Merci. Voilà, les trois pôles de service, comme l'a dit Olivier, sont vraiment complémentaires. Le pôle vélo, plus actif, formation
relation. Donc c'est vraiment les citoyens ou les bénéficiaires qui peuvent y faire appel. Le pôle call center de Louise, c'est vraiment le B2C, c'est vraiment orienté public. Le troisième pôle expertise, c'est orienté effectivement vers l'institutionnel, les partenaires. Le premier contact, premier niveau de contact que nous avons, c'est effectivement les communes, nos communes adhérentes. On travaille aussi via ce pôle expertise avec le SPE Mobilité et Infrastructure, et ce qu'on appelle aussi les deux grands opérateurs structurants, la SNCB, bien notamment la valorisation de la 1132, et le TEC côté web. Puisque vous savez que Serpentin, effectivement, même si on fait partie du TEC Namur, on est à cheval ici entre deux opérateurs de TEC qui descendent à notre territoire. Hein. Le TEC Namur Luxembourg et le TEC Charleroi via le du Manu. Alors le pôle expertise, c'est une petite équipe qui est complémentaire, qui fait partie de l'équipe des 15 personnes qui constituent notre agence mobilité. On a 3 fonctions. On accompagne dans la gestion de projet. Vous allez voir, je vais vous expliquer quelques projets sur lesquels nous avons monté pour des appels à projets. On fait des recherches de financement sur base des besoins pour lesquels les administrations communales nous contactent. Et on fait aussi ce qu'on appelle de la mise en relation. Donc par exemple, on va mettre autour de la table, si par exemple notre travail sur un plan de circulation autour d'un établissement scolaire, on va mettre en place une coordination d'opérateurs publics, privés, associatifs ou des riverains. Donc c'est vraiment, on a parfois aussi un rôle de facilitateur. Ça prend du temps, ça paraît rien, mais ça prend vraiment beaucoup de temps et d'énergie. C'est aussi pouvoir parfois expliquer avec des mots simples, comme on le fait ici aussi, parfois avec des schémas qui sont assez complexes. Hein. Vous savez, quand on a les schémas de l'AOT, l'autorité organisatrice des transports, je passe le contrôle du bourgmestre, mais il faut parfois expliquer le mode de fonctionnement de la définition d'un plan de ligne tech pour monsieur, madame, tout le monde. Ben, ça, c'est notre job. C'est aussi être pédagogue quand on vient présenter devant une assemblée de citoyens ou de la population un projet de mobilité. Donc voilà, quelques exemples de projets sur lesquels, alors ici effectivement pour Serpentin, on a été dans le passé, on a été participant donc, du plan de déploiement de Philippeville-Couvin, pour lequel on attend toujours effectivement la réalisation, mais en fait c'est un plan qui a déjà été initié par l'AOT, l'autorité organisatrice des transports, on va dire en 21-22, et on attend de voir s'il va reprendre effectivement à ce niveau-là. Donc l'idée c'est on accompagne les communes sur le montage de projet lorsqu'il y a un appel à projet ou lorsqu'une commune veut dire voilà, on a un droit de tirage, par exemple précédemment dans le cadre du plan Climatie, et on voudrait travailler sur la valorisation d'un pôle de gare. C'est l'exemple de type de dossier que nous accompagnons. On a accompagné effectivement aussi 5 communes dans le chapitre mobilité du Parc national pour le sud de l'Entre-Saint-Demeure. On a participé effectivement aussi à la candidature pour le volet mobilité du Gall Véron-Hermeton. Aux côtés d'autres bourgmestres, effectivement, on a identifié aussi, on a travaillé sur les pôles d'échange multimodaux pour le bassin de mobilité donc au niveau de Charleroi Métropole, donc sur lesquels sont actifs les 2 techs dont je viens de parler, qui reprennent effectivement pas seulement le tech mais aussi les lignes de train. Un autre projet, et ça je m'y attendais un petit moment, c'est aussi sur lequel une de nos collègues, Claudine Bril, a réussi à décrocher, c'est un fonds FEDER qui vise à renforcer les liens transfrontaliers. Et donc cette année, en 2024, l'appel à projet d'Interreg, France Wallonie-Val-de-Rhône, avait pour la première fois prévu des crédits liés à la mobilité. On est monté sur l'appel à projet, on a réussi à décrocher un beau budget. Et dans le cadre de ce projet Cross Mobility, qui couvre le territoire de Charleroi Métropole, l'agglomération des Ardennes françaises, Ardennes Métropole, Charleville, une partie de l'Aisne et aussi la Vénois. On travaille au jour d'aujourd'hui sur une ligne de covoiturage transfrontalier entre Charleroi et Charleville. Cette ligne de covoiturage, elle couvre le long de la 420 et nous sommes en train de voir pour l'instant effectivement avec le SPOMI et les communes traversées ou à proximité, quelles sont les aires de covoiturage qui pourraient être installées le long de cet axe pour monter en branchement, faciliter la rencontre entre ceux qui ont une place de covoiturage à offrir et ceux qui sont demandeurs d'un covoiturage. Donc ça, c'est vraiment un projet qui est en ce moment en cours de réalisation, d'actualité. Voilà, c'est un petit peu quelques exemples de projets. On fait un autre exemple sur lequel on travaille, par exemple au niveau de Philippeville, une commune qui est limitrophe et Couvin, c'est par exemple travailler sur la valorisation des pôles de gare. Pas que je sois axé sur le ferroviaire, mais bon voilà,
ça reste quand même un axe structurant pour notre territoire, le pôle de gare de Philippeville, qui est le premier pôle de desserte au niveau destination pour les écoles de plus d'entre 300 Meuse. Le pôle de Couvain aussi, effectivement au niveau commercial, au niveau touristique. Et voilà. Alors, on a un catalogue service que vous avez reçu qui présente effectivement les prestations que nous pouvons proposer soit dans le cadre du pôle Vélo, soit dans le cadre du pôle call center, voire du pôle expertise. Vous allez me dire comment nous, comme une entité de Cerfontaine, pouvons-nous y faire appel. Vous devez savoir qu'en devenant adhérent, vous avez ce qu'on appelle un droit de tirage, un podeur qui vous est remis à vous en tant qu'entité communale. Et ce podeur, c'est vous, conseil communal, avec l'administration, et après délibération de votre collège communal, qui est décidé du projet auquel vous voulez l'affecter. Et ça, c'est des offres que nous prestons en déant l'année 2025. Alors, on va directement à l'essentiel. Votre cotisation ici, c'est une carte de toutes les communes adhérentes. Olivier a présenté une carte des communes adhérentes qui étaient les communes adhérentes en 2024. À l'heure d'aujourd'hui, on est tout début 2025. On est en train de refaire le tour des communes, puisqu'effectivement, comme vous savez, il y a aussi les élections communales. Donc on retourne vers les communes, voir celles qui sont intéressées à adhérer ou à réadhérer à Mobile SM. La cotisation pour la prochaine législature qui est proposée aux communes, donc c'est 60 centimes d'euros par habitant. Une partie de ces 60 centimes sont un return, sont de droit de tirage horaire pour votre commune, votre entité. Pour Cerfontaine, ça revient à 19 à 19 heures, merci. Donc vous avez effectivement la possibilité, non seulement pour les citoyens qui peuvent appeler le call center, et donc là le service est totalement gratuit, ce qui est coûtant, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le coût du transporteur. Mais ça, je veux dire, c'est vital, on ne peut pas y échapper, ça fait partie. L'idée étant de lui trouver la meilleure solution possible et la moins chère. Ça, donc là, on a un process très clair pour les appels. Où là, effectivement, on va faire du profilage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour pouvoir leur trouver la meilleure solution possible. Alors, effectivement, malheureusement, il faut quand même être conscient qu'on doit même parfois trop souvent faire appel à des chauffeurs bénévoles, et on les remercie 1000 fois. Mais l'idée, évidemment, c'est de pouvoir effectivement faire travailler les taxis sociaux et les opérateurs qui sont sur le territoire, avant toute chose. Mais ils sont vraiment nécessaires. Et à côté de ça, effectivement, comme l'a expliqué Michel, il y a 19 heures possibles dans le contrôle. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple il y a une formation de remédiation senior qui est souhaitée par la commune, par exemple, donc là c'est 7 heures qui sont prévues dans le contrôle. C'est une formation par un formateur externe qui intervient. Si maintenant c'est du vélo, pour une demi-journée, effectivement, on est sur 3 à 4 heures en fonction de la demande qui est réalisée. Ça peut être effectivement des formations très ciblées. Le catalogue précise différentes fiches qui peuvent être activées. Et donc là, les horaires, certaines heures doivent être effectivement réalisées sur base d'un échange en fonction de votre besoin et de votre demande. Certaines communes trouvent qu'on souhaitait pouvoir prendre plus d'heures, et c'est toujours possible. Voilà, on paye. Il y a tout à fait possible de prendre davantage d'heures. Vous avez à une base ici dans le cadre du compte projet, ça vous coûte la cotisation à 2 994 € sur l'année. Et puis si maintenant vous voulez prendre plus que ça, il n'y a pas de souci. Tout est une question de planification avec l'équipe. Donc là, on fait les plannings avec les différentes communes. On a des contacts privilégiés. Bon, en général, au niveau pratico-pratique, l'idée c'est de pouvoir avoir une personne de référence au sein de la commune avec laquelle on peut avoir un dialogue, ce qui nous permet d'être efficace et pratique. Je pense que j'ai vu, il fallait remettre ça pour le 25 février. Alors, il y a une petite tolérance, j'espère. Il n'y a pas de souci avec ça. On met toujours Le plus tôt possible. assez tôt, sachant qu'effectivement, on sait bien que les conseils communaux Le meilleur exemple, c'est le pôle qui est le plus sollicité. Je passe le contrôle de fret, c'est le pôle vélo qui ont déjà les planifications jusqu'en octobre. On dit même plus la semaine de mobilité, on dit le mois de la mobilité, parce que ces équipes de 4 personnes sont sollicitées en semaine et en week-end. Oui, c'est ça, mais effectivement, la saison vélo, on va dire qu'elle démarre au janvier cette semaine, il va faire magnifique. Donc au plus vite on arrive à programmer, et ça prend parfois pas beaucoup de temps à faire, donc au plus vite c'est programmé et au plus les citoyens sont contents de pouvoir avoir des formations. Une petite précision aussi, donc notre ASB est en mutation, puisqu'on a été effectivement, on a été une ASB de droit privé, on est en train de muter, de transformer en ASB de droit communal. Mais donc effectivement, aujourd'hui, Cerfontaine est une entité membre qui a adhéré à Mobile SM, et donc effectivement, chez nous aussi, c'est important de le dire,
quelle que soit la taille de la commune, une commune gagne une loi. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est la base même de la gouvernance de l'ASBL. Donc, voilà. Et donc, on est en train de se transformer en ASBL communaire avec le soutien, donc avec l'accompagnement de la cellule de la tutelle, que les DG et les membres du collège connaissent bien, pour effectivement faire ça dans les villes. Donc c'est pour ça que la commune est invitée à désigner un représentant évidemment au sein de l'Assemblée générale, et donc le processus doit évidemment passer, voilà, vous l'avez fait, le processus doit passer en Assemblée générale avec validation par les différents membres privés et publics qui sont présents au sein de l'Assemblée générale. Bien. Voilà. J'aurais juste une question pour revenir au module que vous pouvez proposer pour les écoles. Qu'est-ce que vous pouvez concrètement proposer dans les formations pour les écoles primaires? Parce que vous avez parlé de la formation 3e, 4e, 5e, 6e primaire. Oui, donc en fait, on a deux modules qui sont tout à fait complémentaires. Hein. Quand on travaille avec les écoles, c'est essentiellement développer le vélo. En 3 et 4e primaire, on fait essentiellement du travail en milieu sécurisé, donc dans la cour de récréation. Où là, on est en train de développer les aptitudes des enfants à mieux maîtriser, mieux contrôler leur vélo. Et on a aussi un deuxième module qui est une approche, on va dire, plus code de la route. On essaie toujours à ce que l'enseignant puisse voir une partie, et puis nous, en fait, on vient avec une piste de sécurité routière, avec des petits carrefours schématisés, etc. Et on les fait circuler là pour qu'ils puissent réaliser ce que c'est qu'une priorité de droite, comment on se comporte quand il y a un stop, etc. etc. Et en fait, le but, c'est que ces enfants-là, d'abord, puissent avoir une approche, et pourquoi pas, si on a des enseignants qui sont motivés ou qui ont envie de le faire, ils ont des enfants qui sont quand même un peu mieux armés, et pouvoir faire peut-être une petite sortie, voilà, où là, un endroit, il n'y a pas trop de voitures ou autre. Et après, en 5 et 6e primaire, là, on a une formation qui est plus longue. Donc, la formation en 3 et 4e primaire, ce sont en général des modules de 3 heures. Donc, module 1, 3 heures, et module 2, sécurité routière, 3 heures également. Brevet du cycliste, c'est 3 jours et demi de formation. Où là, il y a une partie qui est d'abord vue en interne au niveau de l'enseignante pour tout ce qui est code de la route, etc. Et nous, notre vélo-éducateur va d'abord faire des exercices à l'intérieur, voir les aptitudes des uns des autres. Parfois, on a des enfants qui ne roulent pas très bien à vélo. Le but, c'est pas de les mettre à l'écart, mais de les intégrer pour qu'ils puissent passer aussi leur brevet. On intègre évidemment les enseignants, que ce soit l'enseignant titulaire, que ce soit le professeur de gym et autres, pour d'une certaine façon leur montrer aussi comment faire quand nous on n'est pas là. Le but, c'est de rendre l'école autonome. Et donc on a repéré et fait valider un circuit à partir de l'école, un circuit qui fait 3 ou 4 km, ici dans Serfontaine, où on va intégrer les difficultés auxquelles les cyclistes sont contraints. Un carrefour avec priorité, un carrefour avec un stop, un sens unique limité, un giratoire, etc., etc. Et donc les enfants vont d'abord le faire de manière groupée, on est là pour leur expliquer, et puis petit à petit, ils sont amenés à passer ces carrefours-là de manière individuelle dans la circulation. Évidemment, accompagné pour in fine, le jour du passage du brevet, on a des bénévoles, ce sont des parents, ce sont des grands-parents, des sympathisants de l'école, qui viennent et pendant 2-3 heures se postent à un carrefour, et là, ils sont en train de noter ce que les enfants font, c'est-à-dire au préalable, ils sont briefés, ils savent quel comportement l'enfant doit avoir, et puis après, il y a une petite délibération. Objectivement, tous les enfants reçoivent leur brevet, un feu vert, mais parfois avec quelques petites remarques, et on amène l'enfant à corriger. Alors le but, ça ne constitue pas un permis de conduire, on est bien d'accord, mais on montre aux parents que les enfants sont capables de circuler seuls, de manière en sécurité sur un circuit qu'ils connaissent. Et donc de reproduire ça. Ça constitue des bases pour après ça pouvoir se déplacer. Mais pour eux, c'est le conscientisme aussi, de toute façon, à cet âge-là, de voir les bons gestes qu'il faut faire. Tout à fait, exactement. Et d'un point de vue pratique, par exemple, si on fait ça avec une implantation scolaire, ça prendrait combien de temps via les crédits heures, on va dire, pour faire une formation 3e, 4e et un module 5e, 6e? Alors, en 3 et 4e, donc le module maîtrise du vélo, c'est 3 heures. Ouais. Et le module code de la route, c'est 3 heures. Donc là, ça fait 6 heures. Brevet du cycliste, c'est plus long, comme c'est 3 jours et demi. On a l'avantage aussi d'être aidé financièrement
par le SPE. Donc c'est-à-dire ne sont pas utilisés. En fait, il y a 15 heures qui sont comptabilisées, mais ne sont pas comptabilisées tout le côté administratif, le côté déplacement et logistique. Il n'y a vraiment que les heures effectives sur le terrain. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, et pour être tout à fait juste, parfois, on a des petites classes qui peuvent être parfaitement regroupées pour, à ce moment-là, voilà. Ici, c'est peut-être le cas sur Serfontaine. Combien d'enfants, sinon? Alors, on fait des groupes de 20 enfants, maintenant, on est à 21, 22, pour garantir une formation de qualité. L'idée aussi, c'est qu'au bout de 3 ans, l'école soit suffisamment autonome pour qu'elle n'ait plus besoin de nous pour les premiers jours de formation. Au besoin, si elle a besoin de quelques heures, on vient les aider. Et on est là pour le brevet du cycliste. Logiquement, au bout de 3 ans, l'école est autonome et elle est capable de former ses enfants. Voilà. J'ai lu aussi dans votre brochure que vous proposiez un système de ramassage qui peut s'organiser. Oui. C'est pas mal aussi. Est-ce que, pour des petites implantations, mais là aussi, ils font un certain temps, j'imagine, vous faites un repérage du trajet, etc. Tout à fait. C'est un travail, alors c'est ce qu'on appelle le ramassage scolaire à vélo, donc un vélobus, ça fonctionne un peu à l'identique d'une ligne de bus. Alors évidemment, on va faire fonctionner ce vélobus à la belle saison, en général, avril, mai, juin, bon après il y a les examens, et puis on recommence septembre, octobre, novembre. Après il y a des établissements qui eux le font toute l'année. L'idée c'est de faire le ramassage scolaire par exemple le mercredi, parce qu'on a des cartables allégés. Et puis voilà, exactement. Et donc en fait on travaille en collaboration avec les enseignants, mais également avec des parents qui ont envie de donner un coup de main pour pouvoir accompagner les enfants et pour que voilà, au bout de quelques mois l'école soit vraiment autonome et qu'il y ait un ramassage scolaire qui soit effectué. Ça on peut vous donner plus d'informations plus précises évidemment. D'autres questions? Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne séance. Voilà, le deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal. Donc, en début de législature, il convient d'approuver le ROI du Conseil communal et le règlement d'ordre intérieur qui vous est soumis intègre notamment les modalités qui découlent de la réforme de la simplification administrative instaurée par le décret du 28 mars 2024, modifiant le code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier le fonctionnement et l'organisation des organes communaux et provinciaux. Donc voilà, donc le projet il vous a été envoyé avec la convocation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou remarques. Oui, toujours. Voilà. Quelques petites remarques, une proposition de modification. La première, c'est pour l'article 21, où vous avez ajouté que les conseils communaux peuvent demander des explications au personnel administratif. DG, le foncier a déjà été fait. Simplement pour signaler qu'on n'a jamais trop abusé dans le passé de ce genre de dispositions. Donc en effet, il faut cadrer, mais voilà, c'est simplement préciser que nous ne sommes pas, nous respectons le travail de l'administration.
La deuxième, c'est juste une question sur la section 12, mise en discussion des points non inscrits à l'ordre du jour. Article 34 sur les objets étrangers à l'ordre du jour, c'est juste pour savoir si ça concerne des questions diverses et si nous devrions passer sur un. Parce que c'était pas très clair dans mon espèce. Il s'agit des points qui nécessitent une décision. D'accord, ok. Et alors, dernière, là c'est une demande de modification, je pense que vous en attendez. Je parie que ça va être le bulletin comme Pour le chapitre 4. Quel article? Le bulletin, donc chapitre 4, bulletin d'information communale, le cadre de boîte d'information, l'article 79, donc qui est libellé comme suit, donc conformément à l'article L3221, 3 paragraphe 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, outre les communications des membres du collège communal dans le cadre de leur fonction, le bulletin d'information communale n'est pas ouvert aux groupes politiques démocratiques. Le groupe Cellus Alternative propose une petite modification dans ce sens, conformément à l'article, en changeant pas cette introduction, L3221, 3 paragraphe 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le bulletin d'information communale présente les communications des membres du collège communal dans le cadre de leurs fonctions. Celui-ci est également ouvert à tous les groupes politiques démocratiques composant le conseil communal afin d'y diffuser des articles d'intérêt général, j'insiste sur le terme général, en excluant toute propagande politique. Le bulletin annonce également, et on continue sur la suite de l'article qui est à 30 évidemment, donc les informations liées à l'actualité de la commune ou service administratif. Je ne veux pas tout vous lire l'article, je pense que ça n'aura pas d'intérêt. Voilà, donc c'est lié dans la question que nous avons déjà posée à notre conseil. Et donc cette petite proposition que nous faisons pour ce ROI. Voilà. Bon voilà, on savait bien qu'elle allait venir, la proposition. On ne va pas se recréper le chignon comme on a fait les dernières années sur ça. On souhaite maintenir notre position à ce niveau-là et ne pas l'ouvrir aux groupes politiques, que ce soit de la minorité ou de la majorité. Voilà. C'est juste dommage pour l'expression de chacun des groupes, je précise, sur le. Voilà, enfin voilà, c'était juste pour. Si vous pouvez juste rallumer un peu d'éclairage qui est bien le vert, parce que c'est un peu. Encore un. Merci. En général, oui, comme Sylvain a dit, c'est vrai que, en fait, ce qu'on a refusé, c'est la connotation politique, mais par exemple, s'il y a une ASBL qui souhaite présenter ses activités, on n'a jamais refusé. Quoi. Oui, d'accord. Ça, on est bien d'accord. Oui, oui. Donc, on va passer au vote. Donc, qui approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil communal? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 2 abstentions. Non, j'ai mis ça comme ça. Ah, mais c'est peut-être une modification. Ah oui. Non, j'ai bougé mes lunettes. Trop tard. Troisième point, zone de police, budget exercice 2025, dotation de la commune de Serfontaine de 555 648 €, 03. C'est ce qui a été voté en conseil de police. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. Qui est pour? Point 4, fabrique d'église de Silandieu, budget 2025, avec une participation communale de 11 345,85 €. Avez-vous des questions ou des remarques? On peut considérer qu'il est approuvé par tout le monde? Oui. Ah oui, oui. Alors, le point suivant, c'est le compte 2024 de la commune. Je ne sais pas si tout le monde voit l'écran, Roger ou... Je vais bouger.
On va s'engager. Donc le compte 2024 se clôture par un boni global de 525 024,42 €. En fait, c'est ce qu'on appelle le résultat budgétaire de l'exercice. Le boni qui avait été estimé lors de l'élaboration du budget était de 51 471,46 €. Donc les moyens supplémentaires qui peuvent être injectés, ben, c'est assez facile. On fait boni global moins boni estimé, et donc on a 473 552,96 €. De plus, on a toujours des provisions pour un montant de 506 000 €. Donc c'est pour faire face à des événements imprévus. Provisions pour risques et charges, on appelle ça en comptabilité des sociétés. Il y a un souci technique. Alors, quelques remarques. Donc, les recettes IPP ont été augmentées, en fait, et on parle encore d'une fiscalité à 6% en 2024. Donc, il y avait eu quelques inquiétudes du receveur régional qui suivant certains chiffres annoncés, avait peur d'une baisse. Mais non, c'est tout le contraire, parce que par rapport à 2022, par exemple, on a 320 000 € supplémentaires. Donc, on est sans cesse en augmentation. Ça veut dire également, ça c'est une étude que j'avais vue qui est sortie en septembre 2024, que Serfontaine est l'une des communes où l'augmentation de revenus est assez conséquente. Ça ne veut pas dire qu'on a les revenus les plus élevés à Serfontaine, mais il y a quand même une forte augmentation des revenus. Parallèlement à ça, on voit un nombre de RIS qui est en constante diminution. Donc voilà, ça joue sur les recettes à l'impôt des personnes physiques. Alors, remarque du receveur aussi, les autres recettes ont évolué normalement en suivant l'inflation. Et en matière des dépenses, les dépenses ordinaires, les dépenses de fonctionnement, mais également les différentes dotations, que ce soit au CPAS, zone de police ou zone de secours, sont maîtrisées. Ça, c'est fort important. Même si on a connu, par exemple, je reprends la note du receveur que vous avez tous reçu, par exemple, la vente de bois a été assez faible. Donc ça, c'est en fonction de... Non pas qu'on vend moins bien le bois, mais simplement que le DNF avait fait mettre en vente moins de lots que les années précédentes. Ça peut arriver, on fait confiance au DNF pour la gestion de notre massif forestier. Autre élément également, donc on récupère des charges des 3 dernières années qui concernaient la zone de secours. En fait, si vous voulez, il y a toujours une refacturation, que ce soit consommation d'eau, électricité ou chauffage pour la caserne des pompiers. Et puis aussi, il y a eu des projets d'investissement qui n'ont pas été engagés en 2024, mais qui le seront en 2025. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et donc, je termine également au niveau des investissements. Donc, je reprends la note du receveur. Toutes les dépenses ont été financées sur fonds propres, à l'exception des travaux électriques du domaine de Revelemont, qui ont été engagés, dont l'emprunt de 681 143,64 €, donne encore inscrit, explique à lui seul le Mali du compte extraordinaire et sera inscrit à la prochaine MB. La prochaine MB, c'est le point suivant. Et d'ailleurs,
au point 7 de l'ordre du jour, c'est le marché d'emprunt pour ces travaux d'équipement électrique. Donc voilà, le receveur estime que la situation financière de la commune reste excellente. Donc c'est un compte ici, donc le compte c'est pas un élément politique, moins politique qu'un budget, le compte c'est plus la responsabilité du receveur, mais voilà, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre, les questions auxquelles on ne sait pas répondre, ben, on peut les répercuter au niveau de notre receveur qui saura au mieux y répondre, parce que c'est sa responsabilité le compte. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On peut essayer. Oui, receveur, nous avons déjà essayé de voir plusieurs fois d'avoir ici au conseil, nous n'avons jamais pu. Oui. Il va être pensionné, c'est bien dommage, mais je lui souhaite bonne pension. Deux petites choses sur l'ordinaire. Sur le plan communal de développement de la nature, on se rend compte dans les dépenses qu'il y a un montant de 7 434 qui n'a pas été justifié à la région wallonne au niveau des subsides. Voilà, on trouve un peu dommage qu'à nouveau on se retrouve comme beaucoup d'années avec un montant de l'enveloppe qui n'est pas fonctionné, alors qu'il y a énormément de projets quand même à développer, et j'ose espérer que le prochain TCDM pourra développer. Oui, pas même, je crois que ça va s'appeler autrement, mais c'est pour Oui, ça qu'il y a eu une réunion citoyenne Oui, mardi mais d'ailleurs. moi je suis sur le monde, hein, je ne suis pas sur les projets, je suis sur ce qui est passé. Donc voilà, c'est un peu dommage à nouveau de ne pas avoir, c'est un constat de ne pas avoir utilisé l'enveloppe globale. Et alors sur le point qui concerne les amendes administratives pour l'environnement, voilà, il n'y a rien qui est prélevé. Donc on aurait toujours au même problème qu'avec l'engagement d'un agent constatateur, pourquoi pas pour plusieurs communes, parce qu'en effet, nous sommes une commune avec un territoire qui ne demande pas nécessairement un agent constatateur à temps plein. Mais on voit que pour les infractions environnementales, il n'y a rien qui revient en termes de recettes. Oui, mais je pense qu'elles sont globalisées dans le poste amende administrative, où il y a même plus de rentrées prévues qu'au budget. Ça serait très bien de les dissocier, qu'on puisse voir. Mais je pense que tout est globalisé au sein du même poste. Voilà. Ouais, c'est un peu- On pourrait essayer, mais La vision n'est pas claire alors. bon, maintenant, ce sera à nous à interpréter ce qui a trait à l'amende administrative ou autre. Mais ici, tout est globalisé, et d'ailleurs, en reparcourant le compte tout à l'heure, j'ai vu que ça a rapporté plus que ce qu'on avait prévu au budget. Donc, il y a quand même un suivi au niveau constat et au niveau du sanctionnateur provincial. Et c'est tant mieux. Donc c'est conclu, ok. Ouais. Oui, mais pour dernière remarque, là on est dans l'extraordinaire. Mais comme tu disais, en effet, certains projets d'investissement ne sont pas engagés en 2024, voire d'autres qui ont été reportés d'autres années. Donc on sent, on l'a déjà dit lors d'autres conseils, qu'il y a un report sans cesse d'investissement, une série de chantiers qui ne démarrent pas, dont on voit en effet sur certains postes budgétaires des travaux de voirie notamment, en effet, il y a une partie du montant global qui a été imputé en 2024 mais qui va l'être imputé sur 2025. Donc voilà, on sent. On n'est pas responsable de tout. Hein. Non, Oui. je ne braque pas sur le collège. En effet, il y a des éléments qui font que, mais donc c'est de se dire, tiens, le pourquoi de la non-avancée de certains projets. Tu sais, pour l'instant, c'est en route, que ce soit la rue au Chêneux, voirie agricole, ou bien il va y avoir deux voiries à Dossois et une à Sanzay, et on en parle depuis. Oui, on sait que c'est dans le pipeline. Oui, c'est dans le pipeline. Ouais. Donc voilà, c'était juste. J'avais une petite question par rapport au Revlemont. Il y a une partie des travaux qui sera à charge des citoyens. Ce sera un échelonnement, j'imagine. Sur 15 ans. En fait, Pour les citoyens comme pour la commune. Si tu veux, on va reparler au point 7. Ah, Ouais. Pas d'autres questions ou remarques, donc on va passer au vote. Donc, qui approuve le compte communal pour l'exercice 2024 Est-ce qu'on peut séparer le ordinaire et Oui, l'extraordinaire, c'est possible? au service ordinaire, par exemple. Tout le monde. Même question pour le service extraordinaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 2 abstentions. Alors, le point 6, modification budgétaire numéro 1, service ordinaire et extraordinaire, exercice 2025.
d'abord, au service extraordinaire, donc ce sont des investissements. Alors, il y a un grand point qui se trouve en modification budgétaire, c'est l'acquisition d'un nouvel atelier communal. Je vais un peu approfondir la question parce que ça n'a jamais été abordé en conseil communal. Il y a bien entendu aucune décision qui est prise parce que lorsqu'il y aura acquisition, évidemment, ça passera au conseil communal. Mais on a déjà souhaité annoncer ce projet et l'inscrire au niveau de la modification budgétaire. Il se fait que, je ne sais pas si vous connaissez tout le site, mais anciennement Metalsport, donc à l'entrée de Sanzeil. Ce site-là, il est à vendre. Donc c'est une superficie d'1 hectare, c'est 1 hectare 3 acres exactement. La société qui est propriétaire souhaite vendre. Et nous sommes allés, des membres du collège et des responsables du service technique communal sont allés le visiter avec le propriétaire. Et donc ce sont des bâtiments, donc il y a 2 grands hangars d'une superficie chaque fois de 20 mètres sur un peu plus de 60 mètres, qui ont été construits vers les années 2009, plus un bâtiment administratif. Voilà, il y a des bureaux, il y a également une cuisine, une salle de réunion, qui date de la même année. Le tout est mis en vente. Donc. Les responsables du service technique trouvent vraiment un grand intérêt à pouvoir s'implanter là-bas. Bon, voilà, ce serait idéal en termes de localisation. On n'est pas dans un centre du village, mais on est vraiment à proximité des villages, le long de la route régionale, et dans des grands hangars très, très spacieux où il y aurait moyen d'aménager au mieux que ce soit les véhicules ou les différentes activités du service technique communal. Il y a donc, voilà, en contact, il y a un accord trouvé avec le propriétaire pour la somme d'1 500 000 €. Quand on sait que cette somme a été revue à la baisse par rapport au projet initial de vente, quand on a eu affaire et après avoir visité les lieux, on a demandé un avis informel du bureau d'études YTech en fonction des plans qu'on a envoyés, en fonction de photos. Lui, YTech estime pour construire ça à neuf, il faudrait 4 millions d'euros. Donc on se dit que c'était une belle opportunité d'acquérir ces bâtiments. Et c'est pour ça qu'on a inscrit la somme en modification budgétaire. On a inscrit une somme d'1 500 000 plus 280 000 pour des aménagements de ce site. Voilà. Donc voilà le projet qu'on a. Maintenant, vous pouvez dire, voilà, c'était pas repris dans la déclaration politique communale, nous, fatalement, on ne savait pas à l'époque qu'il y aurait cette opportunité. Mais donc, voilà, c'est comme on l'a annoncé lorsqu'on l'a voté il y a 2 mois de ça. Une déclaration de politique communale, c'est quelque chose, c'est un document évolutif et qui peut être à un moment donné modulé ou revu en fonction d'opportunités qui se présentent. Et ici, voilà, je pense qu'il s'agit d'une opportunité qui pourrait être bénéfique également en termes d'efficience du service technique communal. Et quand je parle d'efficience, c'est également de bien-être des membres du personnel qui pourraient travailler là de manière un peu plus aisée qu'à l'endroit actuel, où voilà, donc ce sont quand même des vieux bâtiments où tout n'est pas centralisé au même endroit. Il y a des véhicules qui se trouvent à la rue des Fontaines, donc à l'ancienne saboterie. Il y en a d'autres qui se trouvent à l'ancien local bricoleur. Donc l'avantage, bien entendu, d'acquérir ces bâtiments, ce serait de tout centraliser au même endroit et dans des hangars très, très spacieux, je veux dire, équipés de ponts roulants ou d'autres choses. Voilà.
au niveau du service extraordinaire. Donc voilà, c'était important. Hein. On ne voulait vraiment pas le passer sous silence, d'autant plus que c'est repris dans la modification budgétaire. Alors déjà, on prévoit également de l'argent pour acheter un pont de mécaniciens. Il y a certaines adaptations de méthodes de financement, il y a des choses pour lesquelles on va emprunter et d'autres qu'on va payer sur fonds propres. Ça, c'est un petit peu la modification budgétaire qui est revisitée. Au niveau du service ordinaire, ben là, ce sont les rentrées, les dépenses récurrentes ou les dépenses de fonctionnement. Mais on observe, comme c'est le cas finalement depuis 2 ans, une diminution de la dotation communale pour le CPS. Donc on prévoit toujours en suffisance et de manière assez large, mais il se fait que, c'est comme je l'ai dit, les finances du CPS sont bonnes. On est l'une des communes pour l'instant où le nombre de RIS diminue. Et le CPS étant, je ne vais pas parler, c'est embêtant de parler de boni quand on parle de CPS, mais donc a besoin de moins d'argent que ce qu'on leur prévoit. Et donc, par exemple, ici, il rétrocède 100 000 € à la commune. Une légère diminution de la dotation à la zone de police, elle vient d'où? En fait, on avait prévu par prudence une augmentation de la dotation de l'ordre de 3%, mais il n'y aura pas besoin de ces 3%. Donc, c'est pour ça qu'on ajuste le budget communal en fonction de la dotation qu'on vient de voter d'ailleurs. Alors, autre projet, c'est l'occasion d'en parler parce que ça vient de passer au collège communal. Nous avons été contactés par une nouvelle ASUL qui s'appelle Namur 2030. En fait, il se fait qu'en 2030, c'est une ville belge qui sera capitale européenne de la culture. Il y a déjà eu une présélection et donc les 3 villes retenues, ce sont Louvain, Namur et Molenbeek-Saint-Jean. La désignation, elle se fera en septembre 2025 et donc ici c'est Namur qui sollicite toutes les communes de la province pour adhérer à une ASBL. Il y a une participation financière de l'ordre de 1 000 €, parce que je pense que Namur, pas moi qui vais voter, mais Namur a de bonnes chances d'être retenu et l'idée c'est qu'il y ait un rayonnement culturel sur l'ensemble de la province et le collège communal a pris la décision de monter dans le bateau. Donc voilà, au niveau voilà, le restant ce sont des ajustements comme il y a toujours en modification budgétaire. Il y a parfois certaines données qui nous viennent d'autres pouvoirs subsidiants ou autres et donc on adapte les recettes et les dépenses en conséquence et puis en fonction des besoins de la commune. Les modifications budgétaires permettent certains ajustements. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques par rapport à la modification budgétaire. Oui, enfin, 2-3 petites remarques. La première, sur l'acquisition de l'atelier pour l'ancienne poilerie. En effet, on est pleinement d'accord avec le fait qu'il faille trouver une autre solution. Les bâtiments actuels, c'est plus que vétuste. Donc je pense qu'ils les ouvriers font tout ce qu'ils peuvent pour assurer leur travail au sein de ces vieux bâtiments. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même avoir en tête, en effet, vous prévoyez 283 000 € d'équipement. Maintenant, à la grosse ça me semble un peu. Ça aurait été même intéressant, je pense, peut-être que le conseil puisse voir les bâtiments, parce que c'est quand même un achat important. On peut, hein. Ça serait intéressant, oui. Voilà, parce que quand on parle de superficie, oui, on les voit à l'extérieur, mais c'est un peu... On peut sans problème organiser une visite avec le propriétaire. Mais ici, voilà, c'était important de prévoir en modification budgétaire. Clairement, on est à 100% pour, mais vient aussi en effet une petite question derrière, c'est que le site actuel va devoir être réaffecté, voire peut-être, probablement certainement dépollué, donc ça aura un coût. Donc
je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus ce coût qui pourrait arriver pour la commune. Oui, puis de l'avenir du bâtiment en soi. Est-ce que vous comptez le démolir, le vendre, le garder Non, c'est un bâtiment. L'atelier actuel, Oui. voilà, on va être tout à fait honnête, on ne sait pas. Actuellement, il est impossible de dire ce qu'on va en faire. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter non plus. Il faut prendre le temps de la réflexion. Toutes les idées sont les bienvenues. Il faut voir ce qu'il y a de mieux à faire. Je veux dire, on n'est pas dehors. Et je vais dire, à un moment donné, s'il n'y a pas de projet dans les 6 mois ou dans une année, et qu'après, il peut y avoir aussi un appel à projet régional en disant, oh ben voilà, finalement, ce bâtiment-là, il pourrait servir à un tel ou tel projet. Pourquoi pas, à la Oui, il ne portée faut pas se précipiter pour le démolir, en effet, ou envisager. Il ne faut pas se précipiter. Mais il faut quand même tenir à l'œil que ce n'est pas un bâtiment extrêmement récent. Ça aura des coûts. C'est pas un bâtiment récent, je pense qu'il ne faut pas le vendre. Il faut toujours avoir la maîtrise de l'endroit. Je pense que c'est important. Ouais. Et alors, justement, pour revenir au site de Sanzay, est-ce qu'il y aurait possibilité aussi dans ce projet-là de déplacer le dépôt de matériaux des Montis, de la carrière des Montis, pour pouvoir. Est-ce que le service technique puisse disposer de tout sur place quoi. Voilà, tout ça est prévu, évidemment. Oui, parce que pour l'instant, on a quelque chose à Soumois. Mais le but, ce serait de tout centraliser, évidemment. Un peu, enfin, je prends l'exemple du service technique à Valcourt, qui est centralisé au niveau de cette. De tout centraliser et de tout sécuriser. Oui, c'est ça. On a la fermeture. Christophe. En complément avec l'ancien bâtiment, ça demande réflexion aussi, parce que de plus en plus, on doit stocker toutes les demandes de huissiers de justice. Oui. On essaye de mettre un peu à gauche et à droite, donc il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faut bien réfléchir à l'affectation de l'ancien site. Oui, et donc, une dernière petite remarque, on en a déjà parlé dans le fond tout à l'heure. Oui, l'opportunité est là. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en termes de voirie, d'investissement sur les voiries, on a pris un peu de retard pendant plusieurs législatures. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a 2 projets qui sont temporairement enlevés, certes temporairement, mais bon, la rue d'Auxois est quand même une ligne empruntée par des bus, c'est quand même une ligne importante. Voilà. Alors oui, je me dis, très bien, il faut absolument le faire maintenant, le service technique, l'opportunité, elle est là, mais n'oublions pas qu'en termes de voirie, elle est prioritaire. C'est tout à fait normal que vous posiez cette question. Donc voilà, après l'AMB, on a un boni de 76 900 € et des provisions à 800 000 €. Ici, ce qu'on a fait, ça on l'a annoncé aussi, tous les projets, le budget est ambitieux, il y a beaucoup de voiries et tout ça qui sont prises. On sait bien que tout ne se fera pas en 2025, c'est très clair. Ici, ce qu'on a fait, on a postposé 2 voiries, donc les 2 liaisons entre villages, donc Soumois, Falemprise et Soumois d'Auxois. À la limite, une des 2, on sait déjà la financer. On a prévu de postposer. Pour ces 2 voiries, on a fait appel à INACEP. INACEP est en train de rédiger les cahiers des charges, mais il est peu probable que ce soit jugé en 2025. Non, pas en 2025, mais en sachant qu'il y a ça en tête. Mais ce qu'on a enlevé provisoirement, le but c'est toujours bien de les faire. Il faut je devais dans un état un peu. Le bureau d'études travaille toujours dessus. Oui. C'est pas retiré. Non. On sait bien qu'ils ne seront pas faites cette année-ci. Voilà. Je pense qu'il y a 9 chances sur 10 ou même plus que ce soit réinscrit dès le budget 2026. En sachant que pour la majorité des projets qui peuvent être développés extraordinaires, on rentre quand même, j'ai déjà dit au président Conseil, dans une période de vache maigre où les appels au projet et les subsides vont quand même diminuer. Et c'est ça que je reviens un peu sur la question du hall travaux. Y a-t-il des subsides particuliers pour ça au niveau des. Est-ce qu'il y a une aide pour les communes à ce niveau? Mais je vais dire, ici, on achète quelque chose qui. Oui, il n'y a pas de. Mais pour l'équipement, juste pour l'équipement, est-ce que vous avez déjà. Pour l'équipement, cherché des pistes moi, je pense que pour l'équipement, il n'y a rien. D'accord. Le 1 500 000, c'est le prix d'achat, oui. Tout frais compris. Donc en fait, le prix d'achat, oui, en fait, l'avantage, on a un double avantage. Donc on n'aura pas de droit d'enregistrement à payer parce qu'on va faire jouer l'utilité publique. Et on n'aura pas non plus de frais notariaux à payer parce qu'on va en faire appel au service du comité d'acquisition d'immeubles. Donc ça, c'est déjà pour un. Ça fait une bonne différence.
S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. On scinde aussi les deux services. Donc, qui approuve la modification budgétaire numéro 1, exercice ordinaire de la commune? Tout le monde. Même question pour le service extraordinaire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, tu peux. Alors, le point 7, travaux d'infrastructure électrique sur le domaine de Revelmont, crédit de 681 143,64 €, consultation du marché, règlement de consultation numéro 01/2025. Donc, il s'agit du marché de crédit pour le financement des travaux d'infrastructure électrique en cours sur le domaine de Revelmont. En fait, c'est un emprunt de 15 ans qu'on va faire, qui sera remboursé par l'application de la taxe de remboursement que le conseil communal a voté il y a quelques mois. Donc en gros, ce qu'on va emprunter, ça va être répercuté, on va diviser par le nombre de parcelles et on va taxer la parcelle pendant 15 ans, tout simplement. Qui est pour? Tout le monde. Le point 8. Donc, crédit de 4 253 100 €, consultation du marché, règlement de consultation numéro 2/2025, approbation. Ben voilà, ici c'est le grand emprunt, je vais dire, qui va permettre de financer les travaux et acquisitions prévus dans le budget 2025, suite à la modification budgétaire qui vient d'être votée. Donc, tout ça a été repris dans le tableau, dans ce qu'on appelle le tableau des droits et moyens, qui a été envoyé en annexe à la modification budgétaire. Qui est pour? Oui, si on peut expliquer, non, on va dire pour, puisque voilà, il faut avancer dans les marchés, on ne peut pas. Tout le monde est pour? Neuvième point, marché public de fourniture en procédure négociée sans publication préalable, fourniture et placement d'un système d'alerte alarme incendie pour les bâtiments de l'administration, de l'école de Cerfontaine, de la salle culturelle et de l'office du tourisme. Donc ce sont les conditions et modes de passation. Donc, il s'agit d'approuver le cahier des charges en procédure négociée sans publication préalable, donc pour la fourniture du système d'alarme que je viens de vous dire, et le montant est estimé à 80 000 € hors TVA. Tout ça était prévu au budget 2025. Juste une petite question après mes informations. Dans la précédente restauration de l'école de Cerfontaine, il y avait eu une alarme mais qui n'avait pas fonctionné, incendie, qui a toujours été un peu défaillante, apparemment. Notamment des fermetures automatiques des portes qui. Ça, je ne sais pas. Et donc c'est toute Elle est peut-être défaillante parce que parfois elle nous réveille quand. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est une remise à niveau de l'ensemble, y compris la fermeture des portes. Et pour savoir un peu, rafraîchir notre mémoire, on en est où dans les écoles? Elles sont quasi toutes plus ou moins équipées maintenant, si je me souviens bien, on est quasi au bout du. Pour les alarmes incendie. Pour les alarmes incendie, mais je pense que ça fait partie en avance. Ok. Donc, qui est pour? Ah oui, c'est pas tout le monde. Et point 10, ASBL, refuge du Bossard. Convention, mais là je vais donner la parole à Morgane qui est du bien-être animal. Donc en fait ici il s'agit simplement du renouvellement de la convention donc avec l'ASBL, le refuge du Bossard, a noté une petite augmentation de 5 centimes par habitant, ben ça c'est inévitable tout le monde. Donc, voilà. Oui, en fait on fait déjà partie. Au lieu de payer 0,20 € par habitant, on passe à 0,25. Et c'est ça que dans la MB, vous voyez 250 € supplémentaires. Ok.
Donc l'ordre du jour de la séance publique du Conseil communal est utilisé. Et je prononce le huis clos.